Lorsqu'on en vient à être passionné par une thématique au point d'y consacrer sa vie, on passe par différentes étapes, mais la plus marquante est celle qui vous fait passer de l'ignorance à la connaissance, par le biais d'une œuvre déclic qui va changer votre vie car elle aura ouvert en premier le chemin vers de nouvelles perceptions. Avec le temps, cette œuvre sera vénérée sur votre autel intime comme l'artefact qui vous a introduit à un tout nouvel univers, un monde qui façonnera désormais et pour longtemps vos goûts et vos passions. La seconde étape, une fois que vous êtes mordu, c'est de chercher à découvrir le maximum d'œuvres du genre pour tarir cette soif nouvelle qui vous dévore. Jusqu'à récemment, il a été impossible d'avoir accès à la totalité des œuvres d'un genre qu'on affectionne. Il fallait saisir un film lors de son passage au cinéma, ou bien le louer dans un vidéoclub, qui lui-même ne proposait au final qu'une infime poignée de films comparée à la masse existante. Mais aujourd'hui, grâce à Internet et à de nouveaux outils communautaires qui fleurissent sans cesse, il nous est virtuellement possible de se procurer n'importe quel film. Comme vous vous en doutez, ma dévorante passion s'est tournée vers les univers surréalistes et horrifiques, sous toutes leurs formes. J'ai un appétit sans borne pour les films qui nous emmènent dans une forme de cauchemar, ou bien qui donnent à voir quelque chose d'impossible. J'avais la fausse sensation d'avoir une culture raisonnable en la matière, mais plus j'étudie cet univers, plus je constate qu'il s'agit là d'un gouffre sans fond, dont je ne connais que si peu. L'envie de faire cette vidéo est en quelque sorte arrivée par hasard. Depuis que j'ai créé la chaîne, j'ai consacré tout mon temps à écrire sur nombre d'univers spécifiques, mais parfois au détriment de ma pratique personnelle d'antan, qui consistait à dévorer le plus de films possible dans ce genre qui me plaisait tant. Et après 6 années à épuiser mes références passées, je me suis rendu compte que j'avais besoin, pour nourrir à nouveau ma chaîne, de me remplir la tête de nouveaux univers artistiques, et d'approfondir mon amour pour ce genre. Mais voilà, comme je n'ai pas tout le temps du monde, il fallait que je trouve un moyen de faire le tri dans cette infinité d'œuvres. Alors j'ai commencé à fantasmer une sorte d'immense vidéoclub virtuel, qui comporterait toutes les affiches de films d'horreur existantes. En contemplant les visuels, je pourrais aller en priorité vers les œuvres qui semblent faites pour moi, vers celles qui m'attendent dans l'ombre. À mesure que je commençais à me figurer mentalement cette idée, j'en suis venu à me demander concrètement quel temps prendrait une telle entreprise et comment la réaliser. Et il faut croire que rêver quelque chose, c'est déjà commencer à le faire, car sans m'en rendre compte, j'avais déjà commencé à constituer mon impossible vidéoclub. J'ai d'abord compulsé des listes sur différents sites jusqu'à découvrir que Wikipédia avait fait un listing relativement complet de tous les films d'horreur sortis au cinéma depuis les années 60, le tout classé par année. Première étape validée, trouver une liste comportant le nom des films. Mais voilà, avoir la liste est une chose, trouver toutes les affiches en bonne qualité pour chaque œuvre en est une autre. Et c'est là que le destin m'a souri. En cherchant des affiches en grande taille via Google Images, j'ai remarqué que les meilleures provenaient souvent du même site, appelé TMDB, pour The Movie Database. Je suis donc passé directement sur le site pour faire mes recherches. Une fois sur la page d'accueil, il vous suffit de rentrer le nom d'un film pour trouver toutes les infos relatives au cast, à l'équipe technique, mais surtout pour en découvrir les affiches. Et ce qui rend ce site si pratique, hormis la bonne résolution des images, c'est que toutes les affiches sont classées par pays et permettent d'avoir la plupart des versions qui existent. Cette mine d'or m'a donc convaincu de me lancer pour de bon dans l'aventure. Heureusement que je ne me suis pas trop posé de questions à ce moment précis, car tout récolter m'a pris un temps considérable. J'ai donc commencé à aller chercher toutes les affiches des films d'horreur de ces 62 longues listes. Après avoir retiré les affiches présentant de la sexualité explicite, j'en suis arrivé à un total d'environ 3460 affiches. Et en finissant la 62e liste, je croyais naïvement avoir collecté une grande partie des films existants. Mais il faut malheureusement se rendre à l'évidence, je n'avais ici qu'une partie émergée de l'iceberg, car ces listes ne prennent pas en compte toute une somme de films qui, eux, ont eu une vie plus underground, dans le marché de la VHS ou du DVD par exemple. Aussi, pour en avoir le cœur net, craignant que certains films majeurs puissent manquer à mon vidéoclub, je me suis risqué simplement à taper Amityville dans The Movie Database. Avec 12 films dans la franchise officielle, je voulais m'assurer de les avoir tous bien répertoriés. Et quelle ne fut pas ma surprise en constatant qu'il existait plus d'une 50aine de films portant le nom de cette ville maudite. Le cinéma d'horreur est très doué pour créer des films fauchés qui tentent de profiter d'un grand nom de franchise pour être vus. Si donc d'Amityville vous ne connaissiez que la Maison du Diable, sachez que cette bourgade a bien plus à proposer. Si l'on n'est pas surpris de voir des exorcismes ou des poltergeists attachés à ce funeste nom, il est plus surprenant d'en découvrir certains des habitants. En termes de bestiaire, c'est encore plus surprenant. J'ignorais qu'on pouvait trouver là-bas un Bigfoot, un épouvantail démoniaque, un vampire, un loup-garou et même un leprechaun.
Jusqu'ici, pourquoi pas, mais je confesse n'avoir pas vu venir la présence des grands requins blancs. Vous trouverez aussi des films sur les vacances à Amityville, et l'un d'entre eux transpose le cauchemar jusqu'aux confins de l'espace. Je vous passe les films parodiques et les séries Z que peu de gens se sont infligés. Voyant que pour la simple mention d'Amityville dans The Movie Database, je trouvais un tel ratio de films passés sous les radars de Wikipédia, j'ai fiévreusement tapé zombie dans la barre de recherche, craintif de ce que j'allais trouver. Et j'avais eu raison d'avoir peur car je suis tombé dans un terrier de lapin comme Alice devant le nombre de films qui utilisaient cette thématique rien que dans leur titre. Près de 1000 résultats. N'ayant dans mon vidéoclub que les films ayant eu un semblant de distribution correcte, j'en avais à peine un dixième. Et comme faire un film de zombies peut virtuellement se faire à très bas coût, on a eu droit à toutes les variations possibles et imaginables. Si je fais ce détour pour vous montrer tout ça, c'est pour vous partager les problèmes auxquels on se heurte quand on essaye d'être exhaustif. J'ai donc dû me résoudre à ne traiter ici que les affiches ayant accompagné une sortie cinéma d'origine, en prenant si possible celle du pays correspondant à la nationalité de l'équipe. Par exemple, Ring est un film japonais, je cherche donc plutôt l'affiche japonaise, pour coller le plus possible à la vision des créateurs et surtout à l'époque et au pays où le film est sorti. En classant ces visuels d'origine chronologiquement dans mon vidéoclub, je pourrais peut-être alors voir apparaître des signes du temps qui passe, des mentalités qui évoluent, découvrir quand telle ou telle thématique a eu le vent en poupe, mais aussi voir comment le graphisme et ses codes ont muté. Cela pourrait donner une photographie fascinante de ce continent sombre de notre imaginaire que constitue le genre horrifique. Pour pouvoir contempler cette frise immense dans un seul document, j'ai utilisé une sorte de tableau blanc numérique dans lequel on peut mettre des images et du texte sans être limité par la taille du document. J'ai ensuite créé une sorte de colonne pour chaque année et j'y ai placé les affiches originales des films sortis ces années-là dans la meilleure qualité possible. Si cette tâche a parfois été fastidieuse devant un nombre de films qui ne semblaient pas vouloir se tarir, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Même les affiches les plus laides avaient leur charme à mes yeux, venant dire quelque chose dans cette histoire visuelle. Je commençais à voir se constituer sous mes yeux ce fameux mur d'affiches que j'avais en tête. Et à mesure que je voyais les années passer et l'allure des affiches évoluer, à mesure que je découvrais des films qui semblaient incroyables, des centaines de choses ont commencé à m'apparaître. J'avais la sensation de contempler une sorte de matrice qui m'offrait un recul vertigineux, une vue imprenable sur tout un pan de notre imagination. Il serait d'ailleurs fascinant de superposer cette timeline de l'horreur à une frise historique. N'étant pas chercheur ou historien, je ne me suis pas lancé dans une telle entreprise de peur de surinterpréter, mais il est sûr qu'on trouverait des parallèles fascinants entre les traumas de notre histoire collective ou les évolutions sociétales et les répercussions qu'elles auront dans l'imaginaire ou les peurs des scénaristes qui les ont vécues. Grâce à mon vidéoclub, je pouvais voir les années fastes et celles de disette en matière de sorties horrifiques. Sachez par exemple que 2009 semble avoir été l'année la plus fertile en sortie, avec plus de 213 films d'horreur. Cette frise est presque émouvante, malgré la noirceur des sujets qu'elle abrite. On y voit changer les styles et les modes, on repère les canons artistiques d'une époque, on devine même en filigrane l'évolution des mœurs, en voyant muter les représentations, les points de vue et les concepts. On voit aussi apparaître les grands mouvements, l'apogée et la mort du cinéma gothique, l'apparition du slasher, la vague du torture porn. Plein de phénomènes déjà théorisés auparavant deviennent tout à coup visuels. Maintenant que vous voyez un peu mieux comment nous en sommes arrivés là, parlons de l'affiche. Certains n'y verront peut-être qu'un outil promotionnel ou marketing, mais étudier un film par le prisme de son affiche est fascinant. Un peu comme les pochettes de disques, les affiches de films ont un statut à part, et celles qui ornent les œuvres d'horreur sont un sous-genre à part entière. Une affiche, d'horreur ou non d'ailleurs, c'est un visuel, un titre, une tagline, c'est-à-dire une phrase d'accroche, et parfois des informations sur l'équipe du film. Et avec ces quelques ingrédients, il existe une infinité de recettes formidables qui, en plus de leur esthétique, vont pouvoir nous livrer beaucoup d'éléments sur un film, et notamment sur sa direction artistique, sur ses intentions. Un film d'horreur peut prendre toutes les formes de la Terre, mais pour mériter ce nom, il doit délivrer une part d'effroi. Les humains sont ainsi faits qu'ils peuvent prendre un plaisir esthétique et intellectuel devant des manifestations de l'horreur. Elle permet d'accéder à une palette de sentiments qui s'étend sur un spectre très large, allant de la comédie douce amère aux scènes de torture les plus sadiques. Et les façons de jouer avec la peur sont multiples, mais l'affiche est souvent un indicateur. Elle est notre porte d'entrée vers un film. C'est une carte à jouer pour attirer l'attention du spectateur et lui donner un avant-goût du frisson particulier qui l'attend. C'est un art à part entière, bourré de symboliques et de tropes visuelles,
c'est-à-dire de motifs récurrents qui se répètent sur un grand nombre d'affiches, une sorte de gimmick qu'on décline en de multiples variantes. Et c'est au cœur de ce maelstrom horrible et formidable que nous allons maintenant nous faire aspirer. Avant de plonger dans le graphisme et les images de ces affiches, quelques mots sur les titres de ces films. Ils sont iconiques à deux égards. D'abord par leur forme et ensuite par leur sens. Le sujet des polices de caractère et des lettrages est trop vaste pour être abordé en profondeur, mais le genre a donné naissance à des formes typiques. Les titres sanguinolents, les lettrages acérés ou abîmés, les déformations, le style gothico-satanique et le style chromé si emblématique des années 80. Il y a littéralement une myriade de formes de lettres qui nous rattachent immédiatement à la sphère horrifique. Lors de mes recherches, je suis tombé sur quelques titrages qu'il m'était difficile de ne pas vous partager. Ces titres ont tous quelque chose en commun. Ils tentent de faire en sorte que la forme du titre sublime ce que disent les mots. C'est d'ailleurs souvent assez premier degré. Par exemple, le film Brain of Blood, littéralement cerveau de sang, montre un peu de matière cervicale sur son B majuscule, tout en faisant couler du sang de ses lettrages. On utilise parfois la forme d'une lettre, comme le fait The Blood on Satan's Claw, en utilisant les trois crêtes du W pour y faire naître des griffes sanglantes. On trouve aussi ce gimmick sur Castle of Blood, où le C du mot Castle forme une tour de château, ou sur le titrage de Driller Killer, le tueur à la perceuse, où les deux I du titre sont remplacés par les forêts de son arme. Pour le film Ants, fourmi en français, on remplace la cavité de la lettre A par la présence d'un des insectes en question. Et quand le titre fait référence au diable, on peut finir une lettre en lui donnant la forme d'une fourche démoniaque. Selon les titres ou la thématique du film, les idées peuvent varier. On pense au rasoir qui sert de lettre L au titre de Murder Clinic, aux mains qui poussent sur le titre de Manos, ou bien aux dents acérées du singe Chakma qui sont cachées dans son nom. Certains titrages ont une efficacité redoutable, et c'est souvent dans les designs les plus simples que se cachent les effets les plus impactants. On joue parfois aussi sur le son d'un titre, ou bien sur la sensation qu'il provoque. Pour le Shivers de Cronenberg, traduit par frisson, on utilise un effet qui donne l'impression que le titre est en train de trembler. Idem pour le film The House That Screamed, où l'effet est ici utilisé pour que le titre vous hurle au visage. Il existe d'autres titres où la finesse du graphisme tend parfois vers le subliminal. Le titrage de Grave Robbers, qui veut dire pilleur de tombes, présente une texture qui rappelle celle d'une pierre tombale qu'on aurait frappée d'un coup de masse. Pour Cauldron of Blood, les lettres ont une très légère forme de chaudron, comme l'indique le nom du film. Dans le titrage d'Happy Birthday to Me se cache une bougie pour l'anniversaire et un couteau pour l'horreur qui attend. Le titre du film de loup-garou The Craving montre quant à lui des marques de griffures sur le bas de ses lettres. Parmi les plus cachées, on pourrait citer Terror Train, dont la forme du R rappelle l'avant d'une locomotive, ou bien encore The Entity. Le film raconte l'histoire d'une femme agressée dans son sommeil par une entité invisible, et le titre cache donc un lit presque subliminal dans son titre, le bas du E et du Y formant les bords d'un lit au drap rouge. Il y a aussi des titres qui arrivent à raconter une part d'intrigue du film, comme par exemple Evil Speak. Cette histoire d'un jeune homme invoquant Satan à l'aide d'un grimoire et d'un ordinateur se retrouve dans le mélange des polices de caractère qu'on peut voir sur l'affiche, passant d'un style gothique démoniaque et ancien à un style de police plus informatique. De façon plus frontale et beaucoup moins subtile, on retrouve aussi l'intrigue de nécromantique dans le lettrage du film lui-même, qui commence en écriture putréfiée pour finir sur une police plus harmonieuse. Et c'est somme toute assez fidèle au métrage, puisqu'il met en scène les amours charnels entre une jeune femme et un cadavre en décomposition. L'excellent film Patrick narre les déboires d'un jeune homme en état de mort cérébrale, mais qu'on maintient pourtant en vie. Et il semble pouvoir agir sur les éléments électriques qui l'entourent, allant même jusqu'à tuer. J'adore la façon dont le titre traduit tout cela, avec cette ligne d'encéphalogramme faite d'électricité qui traverse son prénom. Enfin, mes titres favoris sont ceux qui s'intègrent dans une illustration ou un objet. Je pense à Humongous, écrit avec des cubes d'enfants, à Murder by Degree et son cachet de cire, ou bien au titre de Burnt Offerings, gravé dans le marbre d'une pierre tombale cernée de lierre délicat. Mention spéciale au magnifique titre du film The Gate, creusé dans la terre d'où vont sortir les créatures du film. À force de traquer les titres qui présentaient les graphismes les plus intéressants, je n'ai pu m'empêcher de noter les récurrences de mots ou de thématiques qui revenaient de plus en plus souvent. Et il est fascinant de voir les champs lexicaux autour desquels ces films finissent toujours plus ou moins par revenir. Je vais volontairement passer sur quelques-uns comme les films avec le mot monster dans leur titre, ou bien le mot zombie, les titres qui commencent par The Night Of,
La nuit des morts vivants, La nuit des ombres, La nuit des diables, ou bien enfin les titres qui finissent par Man, comme Ratman, Funnyman, Candyman. J'ai aussi remarqué une spécificité de titrage qui a été particulièrement exploitée dans le cinéma d'horreur. Ce sont les jeux avec les mots. Au lieu de New Year's Eve, on trouve New Year's Evil, ou encore Dead Time Stories au lieu de Bedtime Stories, Rest in Pieces au lieu de Rest in Peace, Hellphone pour Cellphone, Dead and Breakfast, Thanksgiving, etc. Mais outre ces tournures de jeux de mots assez classiques, on a des films au titre unique qui frôlent le néologisme. C'est souvent en créant la contraction de deux mots en un seul qu'on peut créer un effet à la fois original et monstrueux. Humanimal, Discopath, Deathgasm, Dinocroc, Frightmare, Dreamaniac, Killdozer. Les exemples sont nombreux. J'ai donc essayé de me concentrer sur les thématiques les plus structurelles. En premier lieu, et sans grande surprise, on trouve l'occurrence du mot death, c'est-à-dire mort, et de ses dérivés dans un grand nombre de titres. Il peut être accolé à un élément, comme un miroir ou une piqûre, mais encore plus souvent à un lieu. Ici une école, un théâtre ou bien une forêt tout entière. Mais ce genre de titre a un peu vieilli. Après avoir vu fleurir quelques titres avec le mot deadly en première position, on a ensuite tenté de moderniser la formule en utilisant toujours le mot death, mais cette fois-ci contracté avec un autre mot. Deathbed, Deathship, Death Dream, Death Moon. La mort devient carrément une composante du mot et l'idée est d'attacher une aura funeste assez générale sur ce qu'on décrit. On trouve le même principe avec le mot dead, mais alors le sens change un peu. On fait plutôt référence à des récits liés de près ou de loin à des morts vivants. The Video Dead, Brain Dead, Dead Meat, Dead Girl. Mais en matière de zombies, le champion du nombre est sans doute la tournure of the dead, qui signifie des morts. L'esprit des morts, l'orgie des morts, la ville, la forêt, l'avion des morts, on en trouve littéralement à toutes les modes possibles. On peut trouver des variations du type of the living dead pour les morts vivants, ou bien of the damned, comme pour la forêt des damnés. Toutes ces appellations servent le même but, nous indiquer que les cadavres mouvants auront la part belle dans le métrage ainsi annoncé. Ce procédé a été tellement utilisé qu'il sert maintenant plus souvent à vendre une comédie horrifique qu'un véritable film effrayant. C'est le cas pour Dance of the Dead ou pour le plus célèbre Shaun of the Dead. On trouve parfois aussi le préfixe nécro en amorce de certains titres, mais c'est en l'espèce moins humoristique, ce préfixe indiquant plutôt la présence du macabre. C'est soit pour conférer un aspect antique à la mort en question, en appelant à son origine grecque, comme Necronomicon, Necropolis ou Necromancer, ou bien alors pour annoncer l'exposition de tabous ultimes. The Necrophiles, Necromantia ou Necromantic. Après le champ lexical de la mort, on trouve un immense pan qui tourne autour de toutes les variations du mal. Il y a plusieurs façons de l'exprimer dans un titre, y compris de façon plutôt légère. Quand on trouve le mot bad, par exemple, c'est souvent que le film comporte une part d'humour, de décalage ou de grotesque. Les choses plus sérieuses commencent avec les films qui évoquent une malédiction. C'est le plus souvent sous la forme The Curse of. Toute l'horreur gothique y est passée. La malédiction de la tombe de la momie, du loup-garou, du vampire, de la créature du marais. Mais c'est une tradition qui a survécu au cinéma gothique. Derrière de tels titres, on trouve généralement des récits au carrefour des contes macabres et des légendes urbaines, où un mal enfoui ressurgit de funeste façon. Mais le champ lexical qui écrase toute la concurrence au département du mal est celui relatif au diable et à ses sbires. On a tout d'abord le terme « evil », qui se réfère au mal de façon générale, mais avec tout de même un arrière-goût démoniaque, un parfum qui sent la malveillance et le danger. Ce terme peut s'appliquer à un criminel, à une ville entière ou à une entité abstraite. Cet « evil » évoqué ici est en quelque sorte le fluide sombre qui pousse certaines âmes à commettre l'irréparable, comme s'il était un carburant de ténèbres qui nous faisait mal agir. C'est presque un mal psychologique, une force indicible qu'on invoque lorsqu'on veut évoquer le mal à l'état pur, sans pour autant verser dans la mythologie chrétienne. C'est seulement ensuite qu'on plonge dans le pandémonium. On ne compte plus le nombre de titres qui font référence au diable, qu'ils prennent le nom de Lucifer, Chétan, Méphisto ou bien encore de Satan, qui remporte ici la palme au jeu du plus grand nombre de citations. La présence de Satan dans un titre promet des rituels interdits, mais surtout, et c'est souvent le but inavoué, de pouvoir montrer une forme de luxure, en mettant tout sur le dos du malin. Nu pour Satan, les filles de Satan, ses enfants, sa maîtresse, sa fraternité, son école pour filles et ses cheerleaders. Curieusement, si le titre possède non pas Satan, mais Devil pour diable, alors le film sera souvent plus centré sur le rituel satanique et les paniques morales qui en découlent.
On est d'ailleurs souvent assez proche du film de malédiction. On veut ici jouer sur la peur du diable plutôt que d'en faire un prétexte sexuel. Le diable n'apparaît qu'assez peu, il est plutôt dans l'ombre à guider les actions criminelles de certains humains qui l'utilisent pour accomplir ses sombres desseins. On trouve aussi la variante Demon, qui permet d'invoquer des formes démoniaques sans avoir à déranger le diable en personne. Le démon est au carrefour du monstre et de l'entité. Il peut s'infiltrer dans une personne ou bien prendre une forme à part entière. Il est souvent aussi laid que séducteur et puissant. C'est aussi parfois un signe que le film va évoquer une forme de possession ou d'exorcisme, et impliquera sans doute une idée de rituel, que ce soit pour les invoquer ou bien pour les faire partir. Il est un autre champ lexical qui parcourt toute une famille de films et qui se base sur la peur de l'inconnu et le malaise surréaliste qu'elle engrange. Cela passe parfois par un adjectif dans le titre, étrange, bizarre, absurde, grotesque, troublant. On trouve dans le même esprit l'occurrence du mot nightmare, qui est souvent l'indicateur d'un spectacle qui part du réel pour dériver vers l'horreur la plus surréaliste. Le mot cauchemar peut être utilisé pour désigner une situation horrible, comme une série de crimes par exemple, mais il peut souvent indiquer une horreur plus surréelle, où la réalité se fissure pour laisser passer les ténèbres. Dans un registre qui flirte souvent avec la science-fiction, on trouve le mot beyond, qui veut dire au-delà. Au-delà des ténèbres, derrière la porte, par-delà la tombe. Cela crée un effet poétique que Lovecraft avait déjà utilisé avec sa nouvelle « Par-delà le mur du sommeil ». Avec ce simple mot, on a la promesse d'explorer une contrée interdite, de franchir un seuil jusqu'alors inexploré. Peu d'œuvres l'utilisent comme je le voudrais, mais c'est un mot qui me fait immédiatement voyager. Un autre mot très usité et qui traduit à lui seul toute l'essence des ténèbres, c'est le mot « dark ». Il y a dans ce mot la possibilité d'évoquer la mort et l'aspect sombre de l'imaginaire, sans avoir une nouvelle fois à se référer à la religion, comme pour le mot « evil ». Ce terme pointe vers un au-delà beaucoup plus proche du néant sans fond que d'un enfer flamboyant. Il connaît d'ailleurs ses variantes. Par exemple, The Dark, lorsqu'on souhaite désigner ces ténèbres comme une forme d'entité ou de menace, mais aussi Dark Side ou Darkness, désignant plutôt les ténèbres comme un lieu auquel on pourrait accéder. Mais c'est un adjectif qu'il est le plus utilisé. Un peu comme le mot Death ou Dead, il donne une couleur très particulière au mot qui le suit. Dark Corners, Dark Remains, Dark Floors, Dark Waters, Dark Tower. Avec ce mot, ce n'est pas toujours la mort en elle-même qui est en jeu, mais plutôt une forme de mystère, d'énigme macabre qu'il faut trouver comment déjouer, ou bien de force obscure à laquelle il faut échapper. Mais la typologie de titre qui m'intrigue le plus est sans doute celle qui utilise des pronoms impersonnels pour décrire la menace centrale de leur histoire. Le plus connu étant bien sûr « ça » de Stephen King. C'est vivant, ça attend, ça vous suit. L'effet marche aussi très bien avec elle ou il, que ce soit au singulier ou bien alors au pluriel. En anglais, il se dit they, et je trouve que c'est sans doute la formule la plus terrifiante. On désigne une multitude d'entités qu'on ne sait décrire autrement qu'ainsi. Ils doivent se nourrir, ils sont revenus, ils nichent, ils vivent dans le gris. Mention spéciale pour Jordan Peele qui offre un twist de ce gimmick avec son simple et efficace « us », qui veut dire « nous ». On trouve ensuite tout un vocabulaire lié à l'effroi. Avant les années 80, on employait beaucoup le mot « horror » pour donner au titre une aura de fascination. Employé au singulier et parfois au pluriel, le terme « horror » peut contenir plusieurs sens. Il peut décrire tout aussi bien des actes que des créatures ou une malédiction. C'est un terme qu'on rattache plutôt aujourd'hui à un cinéma d'antan et il est rare de le trouver aujourd'hui dans un titre. Ce terme a connu une variation un peu plus moderne et intense avec le mot « terror », qui ici englobe autant l'expérience du spectateur que celle des personnages. La terreur dépasse l'horreur en intensité car elle suppose quelque part une intention de vouloir sidérer la victime et de jouer avec sa psyché. Ces deux mots laisseront finalement la place au plus simple mot « peur », peut-être moins impressionnant mais plus intime et plus universel. L'horreur et la terreur ont une dimension formidable, voire fantastique, qu'il est plus facile de mettre à distance, alors que la peur est quelque chose qui nous parle à tous. Il existe aussi un gimmick de titrage que j'affectionne particulièrement et qui touche indirectement à la peur en tentant tout simplement de la susciter par une phrase qui sonne comme un avertissement. Ne répondez pas au téléphone, n'ouvrez pas la porte, ne vous retournez pas. Ces mises en garde concernent aussi des lieux dont il faut se tenir loin. Ne regardez pas au sous-sol, n'allez pas près du parc, ne rentrez pas dans la maison, dans le grenier ou dans les bois. On a l'impression que la voix d'un narrateur omniscient essaye de prévenir la victime du funeste destin qui l'attend. On trouve enfin des injonctions impossibles. Ne paniquez pas, n'allez pas vous coucher,
Ne respirez pas. En les disant, on se doute bien que ces avertissements ne seront pas respectés et que le film nous réserve donc une plongée dans cet interdit qui nous est affiché. On joue ici sur les peurs irrationnelles d'enfants, mais aussi sur les peurs concrètes d'adultes, notamment la criminalité. La voix du titre parle ici directement à cette partie de notre cerveau qui reste toujours en alerte pour réagir aux dangers du monde extérieur. Puisque l'on parle de violence, l'acte meurtrier est un thème qui transparaît souvent dans les titres de notre vidéoclub. Les mots « kill » ou « killer » ont eu leur petite heure de gloire. Le mot « killer » est souvent accolé à un autre pour lui conférer une emphase morbide. S'il s'était simplement appelé Fish, le film Killer Fish aurait eu un titre moins impactant. Cela marche aussi potentiellement avec tout le règne animal, de l'essaim d'abeilles au crocodile. Mais ce mot permet aussi de conférer une intention de tuer à des objets normalement inanimés. On pense bien sûr à l'attaque des tomates tueuses, mais cela fonctionne aussi avec un œil, un caddie ou bien un sofa. Si par contre killer est en fin de titre et qu'il y a un mot devant, alors le film portera sûrement sur un tueur, et le mot qui précède va alors nous renseigner sur le lieu de ses crimes ou sur son mode opératoire. Le tueur de l'alphabet, celui de l'autoroute, celui à la perceuse ou celui du bureau. Si ce mot a eu la cote, ce n'est rien comparé à un mot voisin qui ne porte pas sur l'intention de violence, mais sur son résultat, à savoir le sang. L'emploi du mot blood, donc, avec sa variante bloody pour sanglant, a eu le vent en poupe dans les années 60 jusqu'à la fin des années 80. La présence de ce mot est bien souvent un ticket d'entrée vers un spectacle assez gore qui misera tout sur l'aspect graphique de ces meurtres, forçant sur la présence d'hémoglobine à l'écran. Mais contrairement au mot death, qui est plus funeste et définitif, le mot blood suppose encore de la vie, une victime qui se bat pour survivre, une histoire de vampire ou bien de rites secrets autour de ce fluide si particulier. On le trouvera dans un grand nombre de récits gothiques et sataniques dans les années 60 et plutôt dans des slashers sanglants à partir de la fin des 70s. La dernière carte dans la famille violence va devoir sa renommée au fameux massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, daté de 74. Avec son Texas Chainsaw Massacre, il va initier une certaine mode. Le mot massacre ne laisse aucun doute sur l'explosion de violence, que ce soit dans son échelle ou dans son intensité. On a avec un tel titre la promesse d'une outrance impitoyable quant à la nature des actes présentés dans le film. C'est parfois survendu, mais l'aura de Massacre à la tronçonneuse fut telle, avec ses nombreuses interdictions, que choisir ce mot suffit à mettre l'audience au cœur d'une certaine démarche qui consiste à repousser ses limites. Il y a eu des variantes comme les mots carnage ou snuff, qui renseignent eux aussi sur la nature atroce du spectacle qui nous est réservé. Il y a aussi un sous-genre de titre qui mise spécifiquement sur les violences commises par des individus déséquilibrés. Tout le champ lexical de la folie, qu'on sous-entend ici meurtrière, trouve sa place. On trouve des occurrences du terme madman, le fou, ou sa variante madness, la folie. Il y a aussi des déclinaisons plus spécifiques, comme la psychose ou la psychopathie, mais on trouve aussi les termes schizo, schizoïde ou bien encore maniaque. D'autres titres font allusion à la démence, au délirium, ou utilisent des adjectifs moins médicaux mais tout aussi clairs comme tourmenté, dérangé ou déséquilibré. On peut dire sans détour que le cinéma d'horreur a tout fait pour jouer sur les fantasmes et la peur qu'on entretient envers les maladies psychiatriques en criminalisant à outrance la folie. Là où il y a de la méconnaissance, il y a souvent du fantasme et des peurs qui s'incrustent, et donc un boulevard pour y nicher de l'horreur. Depuis Psychose d'Hitchcock, il n'est pas étonnant que le cinéma d'horreur se soit engouffré dans l'antre de la folie, tant il y a de ressorts scénaristiques possibles lorsqu'on met en scène des personnalités dissociées, capables d'être normales en apparence et atroces dans leurs actes. Et cela s'applique bien évidemment aux docteurs eux aussi. Et comme c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde, cela met une forme de réalisme dans ce que nous nous apprêtons à regarder. Comme le dit très bien la tagline du film Deranged, l'horreur ultime vient de l'intérieur. Dans un autre genre, on a vu souvent l'utilisation d'un prénom en guise de titre pour le film. Lorsqu'il s'agit d'un film d'horreur, un tel choix de titre personnifie le mal et le rend immédiatement intime, comme s'il s'agissait d'un proche. Cassandra, Jonathan, Ben, Mandy, Joshua, Maggie. On ignore tout de l'intrigue, mais on sait seulement qu'un personnage central va présenter une particularité horrifique, soit dans ce qu'elle va subir, soit dans ce qu'elle va faire endurer aux autres. Ce sont souvent des films avec des personnages complexes et ambivalents, ou qui, comme Carrie, vont chercher à se venger de ce qu'on leur a fait subir. Ces films nous invitent souvent à une forme d'empathie étrange, nous forçant à suivre un personnage de l'intérieur. Et on touche ici à une tendance fondamentale qui se voit jusque dans les affiches. Depuis la fin des années 60, l'horreur n'a cessé de plonger dans l'outrance et la noirceur en se rapprochant de nous, pour que nous, spectateurs, soyons aux premières loges de ce spectacle de terreur.
J'ai gardé pour la fin de ce passage sur les titres ceux qui témoignent de ce glissement vers l'intime. Par exemple, au départ, les films d'horreur se passaient plutôt dans des châteaux, dans un esprit très gothique, plus proche du conte horrifique que du récit réaliste. Et bien tous ces titres châtelains ont été remplacés par le mot maison. Si le château était une bâtisse noble et aristocratique où l'on fantasmait sur les agissements de nobles décadents, l'horreur s'est rapprochée de nous en investissant la maison. Ce peut être la nôtre, dans laquelle on découvre un sombre secret, ou bien alors celle du voisin. Derrière la façade se cachent des choses qu'on ne soupçonne pas et qui peuvent nous faire basculer dans l'horreur. Si le château nous était lointain et étranger, la maison est le summum de l'intime. C'est là où même la police doit avoir une autorisation pour entrer. Ce surgissement de l'horreur domestique est un glissement qui peut paraître anodin, mais il semble symptomatique d'une tendance plus générale. On l'observe aussi avec un autre gimmick de titrage qui consiste à prendre une phrase pour titre. Cela crée une promiscuité immédiate avec le spectateur qui se voit malgré lui placé comme témoin d'un crime à venir. Il y a quelqu'un dans ta maison. Nous sommes toujours là. Tu vas mourir à minuit. C'est souvent une phrase menaçante prononcée par le tueur lui-même qui a le don de nous impliquer malgré nous. Cette transition vers une façon plus réaliste de vendre ce genre de film remonte aux années 70. Avant cela, l'affiche horrifique jouait plutôt la carte du phénomène de foire, promettant à chaque fois un roller coaster émotionnel impactant et terrible, promettant sans cesse de repousser les limites, cherchant même à flirter avec l'interdit. Certains films, comme Dr Sardonicus, offraient même une forme d'interaction, car on donnait à chaque membre du public un petit papier phosphorescent avec un pouce imprimé dessus. À la fin du film, l'audience pouvait choisir de gracier ou non Mr Sardonicus en affichant le pouce vers le haut ou le bas, dans l'esprit des jeux du cirque. Nous ne sommes pas très loin d'un marketing de grand guignol, du nom de ces petits théâtres où l'on jouait sur scène de faux effets gore en direct pour faire frémir l'audience. Cet esprit train fantôme est très visible sur les affiches des années 60, où l'on pouvait voir fleurir des phrases d'accroche sensationnalistes. Les taglines sont centrées sur l'expérience du spectateur et sur la nature des émotions qu'il va vivre. Bienvenue dans l'école du superlatif et de l'horreur sans borne. Rien de plus épouvantable dans les annales de l'horreur. Jamais un film aussi glaçant n'avait été fait jusqu'à présent. Rien dans votre imagination la plus débridée ne peut vous préparer pour ce qui vous attend. Une terreur qui vous emmène au-delà des peurs les plus insoupçonnées. Il y a sans cesse cette idée de repousser les frontières, d'offrir quelque chose de jamais vu. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez eu peur? Vraiment peur. Ces phrases ont des allures de défi. Quelle quantité de choc pourrez-vous encaisser? Si bizarre, si choquant, nous vous mettons au défi de le voir. On a aussi cette idée que ce que l'on va voir va marquer nos esprits, qu'on ne pourra pas oublier ce qu'on a vu. Pour le bien de votre santé mentale, priez pour que tout soit faux. Ma phrase d'accroche favorite est sans doute celle du film Monster à Gogo, qui semble porter sur un monstre extraterrestre. On peut lire sur l'affiche le contenu d'un petit cartouche, prétendument signé de la NASA elle-même, confessant que ce film est si effrayant qu'il pourrait repousser le programme spatial de 50 ans. Quand le fait que les films soient en couleur était encore un argument de vente, on faisait parfois des jeux de mots avec. Vous pouviez voir des films tout en horreur morbide et en couleur vive, en couleur saignante, ou bien encore en sexicolor ou en diabolicolor. Certaines séances proposaient des gadgets pour augmenter le visionnage du film. On distribuait par exemple une fausse barbe pour regarder le film Rasputin. Pour le film 13 fantômes de 1960, on donnait aux spectateurs des lunettes disposant de la technologie Illusion O, un filtre appliqué sur les verres qui rendait les fantômes à l'écran phosphorescent. Idem pour le film The Mask, mais en jouant cette fois-ci la carte d'un effet horrifique mystérieux, si effrayant que les salles se dédouanaient sur les affiches de toute responsabilité quant aux crises de nerfs qu'un tel happening pourrait susciter. Certains films jouaient sur l'appréhension relative à l'intensité horrifique de certains moments précis, interdisant notamment à quiconque d'entrer ou de sortir de la salle pendant ces scènes. On trouve souvent des avertissements adressés aux parents, les invitant à bien vérifier que leur progéniture soit assez mature pour assister à un tel spectacle. Il y a enfin deux exemples qui m'ont particulièrement marqué. Le premier concerne le film Dementia 13 et son étonnant D13 Test. Cet étrange questionnaire distribué à l'entrée de la salle était une sorte d'argument de vente puisqu'il en était fait mention à même l'affiche. Avez-vous peur de la mort par noyade? Avez-vous déjà tenté de mettre fin à vos jours? Avez-vous déjà songé à commettre un meurtre? Voici les questions qui vous seront posées dans le test, afin de vous préparer à la terrifiante expérience qui vous attend. Le second exemple porte sur le film Chambers of Horrors.
Il y avait lors des projections un système pour avertir les âmes sensibles. Un flash rouge se mettait à clignoter pour vous avertir de l'imminence d'une scène violente, et lorsqu'une sirène se mettait à retentir, il fallait alors fermer les yeux et se boucher les oreilles. Avec de tels avertissements sur les affiches, nul doute qu'on allait voir ces films avec la boule au ventre, avant même d'avoir vu la moindre image. Cette course à la surenchère et ce rapport aux spectateurs, malgré leur intention de nous traumatiser, mettaient finalement l'horreur à bonne distance, comme une sorte d'attraction. Mais dès la moitié des années 70, on va assister à ce glissement que j'évoquais plus tôt. Excite l'horreur gothique et les monstres classiques. Avec le développement fulgurant des effets spéciaux physiques et des animatronics, on a pu emmener le spectateur au plus près du mal, explorer le gore et le réalisme d'une violence de plus en plus crue, à l'image de celle de la société. Il y a plusieurs stratagèmes graphiques qu'on peut appliquer à une image et qui peuvent changer totalement son rapport au spectateur. Il est toujours fascinant de voir que les images disent quelque chose dans leur forme, dans la façon même dont elles sont montrées. Un cadrage peut changer le sens d'une image, un choix de couleurs spécifiques provoque des sentiments particuliers. En somme, les images ont une grammaire propre, et en matière d'horreur, elle est particulièrement fascinante. Dans la liste des symboles les plus exploités, on trouve bien sûr le crâne. Symbolique de la mort en tant que tel, il ne représente que rarement le vilain du film. C'est une allégorie de la violence et des crimes compris dans l'œuvre. Et le crâne fait ici presque le même office que ceux qu'on pouvait trouver sur les peintures de vanité. C'est une façon d'évoquer un destin funeste, tout en gardant la menace assez abstraite et diffuse, sans avoir à la montrer ou la nommer directement. Comparé à ce qu'on va voir ensuite, on reste dans quelque chose d'assez édulcoré en termes de monstration maléfique, perpétuant quelque part une vision assez gothique et classique de la mort. Mais il existe malgré tout quelques tentatives un peu plus ambitieuses pour figurer ce crâne funeste, en tentant par exemple de le cacher dans le décor. C'est souvent maladroit quand cela se limite à une sorte de fusion par transparence sur Photoshop, mais c'est parfois bien plus réussi. Les bandes coupées de VHS 2, l'empreinte de pas de Willow Creek, ou bien le symbole radioactif placé de façon à rappeler les orifices d'un crâne, sont autant d'exemples que ce crâne peut être montré de façon plus créative. Mais les affiches que je trouve les plus intéressantes en la matière sont celles qui jouent avec le principe d'anamorphose. C'est une image qu'on ne peut voir qu'en plaçant son œil ou sa caméra à un endroit précis. Et si on se décale, alors l'illusion disparaît. C'est le cas pour cette affiche de Gretel et Hansel, où l'on peut lire le mot « feed » dans les branches des arbres. L'affiche du film Men cache aussi une tête de mort de façon subliminale dans son décor, et dans les reflets qu'il produit sur les flaques d'eau. Il y a eu beaucoup de variations moins virtuoses mais tout aussi efficaces, sur les fenêtres allumées d'un hôpital, dans une masse de cadavres qui forment la tête d'un démon, dans des nuages ou du brouillard. Mais l'anamorphose la plus utilisée est de loin celle qui tente de faire des formes avec des arbres et leurs branches. Et dans ce cadre, c'est encore une fois le motif de la tête de mort qui remporte la palme, de par sa simplicité et par la clarté de son symbole. Ce principe est parfois un peu forcé comme ce trope qui consiste à faire apparaître des yeux au milieu des branches. Le mal se précise plus nettement avec ce que je surnomme le syndrome « peur sur la ville ». L'idée est ici de montrer la menace du film dans le ciel, en train de surplomber soit un lieu, soit ses futures victimes, les deux étant souvent liés. Il y a un premier stade qui consiste simplement à mettre les yeux de l'antagoniste dans le ciel, ce qui a l'avantage de ne pas révéler l'apparence du tueur et d'ainsi se garder la surprise de la révélation. C'est toujours un regard intense qui nous fixe directement et qui semble en colère, animé des plus viles intentions. Plus souvent, c'est un psychopathe assassin qui domine une ville entière ou un quartier, avec parfois son arme à la main comme dans le Vendredi 13 qui se passe à Manhattan. Idem pour les films Maniac Cop et Psycho Cop, avec leurs policiers meurtriers qui surplombent la cité nocturne comme des oiseaux de proie. Si ce n'est pas une ville, alors c'est une maison, celle que le tueur va attaquer, ou bien que le démon occupe. Cette disproportion dans la taille du méchant comparée à celle des potentielles victimes donne la sensation que le vilain est un chat et que ceux sous lui sont des souris. Ils sont les simples jouets d'un monstre qui voit tous leurs faits et gestes, disposant d'un coup d'avance, et auquel il sera difficile d'échapper. Mettre ainsi le mal dans une posture divine, trônant au milieu des cieux, montre bien cette inversion des valeurs si chère aux films d'horreur. À partir de maintenant, dans toutes les affiches du segment, il faut considérer que vous faites partie de l'affiche, en tant que spectateur. Par exemple, sur ces affiches, on est juste derrière le tueur, et il apparaît généralement de dos. On est le témoin impuissant d'un crime qu'on va voir depuis le point de vue du tueur, le plus souvent montré d'une façon froide et implacable. Dans ce type de cadrage, on peut voir le crime à venir, mais il n'a pas encore eu lieu. A l'inverse, si on retourne la caméra, on passe généralement à la phase d'après, puisqu'on voit le crime en train de se commettre devant nos yeux.
Cela accroît notre sentiment de panique face à un crime atroce en train de se perpétuer en direct. Cela permet souvent de jouer sur l'impassibilité du tueur et sur la détresse de la victime, le tout dans un même plan. On est directement pris à partie et en même temps totalement impuissant. L'étape d'après consiste à faire directement face au tueur. Que le cadrage montre son faciès en gros plan, en plan américain ou en pied, ce parti pris graphique de nous montrer que lui trahit bien qui est la vraie star d'un film d'horreur. Ces films sont généralement centrés sur le tueur ou l'entité maléfique, mettant en exergue sa mythologie et son univers fascinant. On a souvent droit à des cadrages qui nous permettent de voir son costume et son arme, qui seront des éléments iconiques du film. Mais surtout, en faisant ce choix de nous mettre face au mal, cela nous place en position de victime. La mort nous regarde dans les yeux et nous sommes potentiellement les prochains. Plus le cadrage s'approche du tueur avec des plans poitrine ou des gros plans visage, plus notre malaise grandit, car on peut désormais contempler le mal de près. Il y a un sous-genre notable qui est celui des affiches de films mettant en scène le parcours meurtrier de serial killer. On est ici toujours face au tueur, mais on joue alors plutôt la carte d'un visage d'humain impassible et froidement cruel. Tout est souvent axé sur l'intensité malsaine d'un regard de tueur, avec un cadrage du visage très serré, voire en très gros plan, comme si leur psyché déviante prenait toute la place. Mais le contre-pied est tout aussi efficace. On peut montrer le tueur à contre-jour, éclairé par une source de lumière derrière lui qui dessine son contour en ombre chinoise. Même si ce procédé nous cache l'apparence du tueur, cela rend son aura encore plus terrifiante. Ce n'est plus qu'une forme abstraite sans visage et sans humanité qu'on croirait sortie des ténèbres. Mais le point de vue qui est sans doute le plus malaisant pour le spectateur est celui qui le met directement à la place du tueur. C'est un procédé assez similaire à celui des jeux vidéo en vue subjective, qui vous fait littéralement devenir acteur d'un crime atroce. On ne voit parfois que l'arme qui jaillit du premier plan, avec la victime juste devant. Parfois c'est une main armée, parfois un bras entier. On peut même souvent apercevoir seulement les jambes du tueur avec une caméra à hauteur d'arme. Le zoom peut être poussé encore plus loin en ne montrant plus que la souffrance de la victime. Elle est parfois montrée en captivité ou bien alors en train de crier. Mais le plus souvent, c'est un gros plan du visage qui montre un regard plein de panique qui semble nous chercher directement. Et on ne laisse quelquefois rien d'autre qu'un œil écarquillé de terreur en très gros plan, comme pour montrer qu'il ne reste plus que l'essence de la terreur. Ce type d'affiche qui met en avant la souffrance annonce généralement un film où le point de vue sera celui de la victime dans toute l'horreur que cela suppose, en déshumanisant celle-ci pour axer le film sur ses sévices et nous conduire dans un enfer visuel éprouvant. L'horreur moderne a repoussé très loin les limites de ce genre de spectacle morbide, avec notamment la vague du torture porn initiée par Hostel ou Saw. On peut encore simplifier le propos en ne laissant plus que l'arme en majesté sur l'affiche. On ne voit plus le tueur ni les victimes, mais seulement l'outil létal qui va déclencher l'horreur. Comptez souvent sur des films où le body count, c'est-à-dire le nombre de cadavres, est souvent assez élevé et toujours sanglant. Et concernant les armes, il y a un effet de réalisme un peu désuet aujourd'hui mais que j'affectionne, c'est cet effet de vitesse obtenu par la décomposition du mouvement et la transparence. C'est une façon de montrer qu'on assiste à la seconde juste avant le crime, mais aussi d'accentuer la violence et la soudaineté de ce qui va suivre. Il y a un trope graphique qui permet d'allier un peu tout ce qu'on vient de voir, et c'est le principe du reflet. Si j'en parle maintenant, c'est parce que c'est dans les armes blanches qu'on vient d'évoquer juste avant qu'on en trouve le plus d'occurrences. Comme l'acier peut refléter comme un miroir, c'est l'occasion parfaite pour que les victimes puissent apparaître sur l'objet qui verra leur fin. C'est une astuce idéale pour montrer le tueur, mais aussi le cast qu'il va trucider au cours du film. Ce trope peut être inversé en faisant apparaître le tueur, que ce soit dans le reflet d'une arme, ou bien dans un rétroviseur, une décoration de Noël ou bien une hache. Les lunettes, ou bien même la surface des yeux, sont des procédés qui permettent un effet similaire. Si cette analyse convient bien aux films de tueurs psychopathes et aux slashers, l'horreur s'aventure dans bien d'autres domaines, qui adoptent chacun des procédés graphiques récurrents qu'il est fascinant d'observer. Certains sont trop classiques ou attendus pour qu'on se penche dessus, mais ils sont si présents qu'il faut tout de même les mentionner. C'est le cas par exemple pour la pleine lune, et pas seulement pour les films de loup-garou. On a beau se moquer de son côté un peu kitsch en termes de représentation, son aura mystique traverse les âges, en plus d'être un parfait atout graphique pour la lumière et la composition de l'image. Outre la lune, on remarque aussi l'utilisation récurrente du sang sur nombre d'affiches. En plus d'annoncer littéralement la couleur du film qu'elle promotionne, ces affiches sanglantes permettent des jeux graphiques intéressants. Le sang peut par exemple servir à dessiner la menace qui plane sur les protagonistes, comme sur les affiches des films Sinister.
il y a un saut motif assez dérangeant qui consiste à graver quelque chose dans la peau pour utiliser le rouge de la chair comme une encre inversée. Ce peut être pour y scarifier un symbole maléfique, ou bien pour y inscrire le titre du film, ou même parfois le casting. On peut utiliser la tache de sang pour laisser apparaître une image à l'intérieur. D'autres fois, on superpose des coulures sanglantes sur une image, ou bien on utilise une flaque de sang comme miroir, comme pour l'excellent Triangle. On trouve aussi le motif de la main ensanglantée, qui fonctionne un peu comme la tache. J'aime particulièrement quand l'ajout sanglant est plus subtil. C'est le cas sur l'affiche de The Visit, qui montre des empreintes digitales ensanglantées sur du tissu de point de croix, ou encore sur l'affiche de Rec, où la lumière rouge qui signale un enregistrement en cours sur une caméra est remplacée par une goutte de sang. Mais il est possible de faire encore plus subliminal pour jouer la carte sanguine, et c'est pour moi l'occasion d'évoquer un des motifs colorimétriques les plus transversaux de l'affiche d'horreur, le noir, le blanc et le rouge. Le noir et blanc est ici celui des journaux de faits divers, de la photographie, et c'est un formidable duo pour créer des contrastes graphiques saisissants. Quant au rouge, dans ce contexte, il n'y a plus besoin de taches ou de coulures pour qu'il fasse son office macabre. Le fait d'utiliser uniquement le noir et le blanc, qui sont des couleurs à part entière, relativement neutres, fait qu'on a l'impression que le rouge est la seule couleur qui jaillit de l'affiche. Il y a presque un aspect tract politique avec cette charte colorimétrique qui fait que l'œil va directement à l'essentiel, qu'il peut être impacté facilement. Quand le rouge devient un aplat, il inonde tout le propos du film, il devient central et omniprésent. C'est un rouge infernal qui permet des partis pris graphiques très francs. A l'inverse, le rouge peut se cantonner uniquement au lettrage du titre, mais même là, on capte malgré tout l'aura horrifique et sanglante de cette couleur. Il est une autre grande famille thématique dans les affiches d'horreur, c'est celle de la dualité, de l'opposition, du contraste binaire et de la fragmentation. Cela peut se traduire de différentes façons. On trouve ce que je surnomme le syndrome de double face, en hommage au personnage d'Harvey Dent dans Batman. L'idée est ici de montrer deux visages rassemblés en un seul. On peut montrer plusieurs choses par ce procédé. Une personnalité fragmentée, type Jekyll and Hyde, avec une psyché normale en apparence, mais qui cache un côté obscur. Ce peut être aussi une façon de montrer les deux états de transformation physique d'une personne. On peut accoler le héros et son antagoniste, comme pour montrer qu'ils sont les deux faces d'une même pièce. Pour faire la scission entre les deux visages, il y a eu quelques trouvailles, comme un couteau pour Vendredi 13, du papier déchiré pour Dream Lover, ou bien tout simplement le passage d'une moitié de la face en négatif. Ce trope connaît une variante avec l'idée du masque qu'on retire pour laisser apparaître une expression contradictoire avec le masque de façade, que ce soit un crâne ou bien des larmes. Ce côté obscur d'une personne, le plus souvent quand il héberge en lui une autre entité, peut se manifester par un autre procédé qui est celui de l'ombre. Le procédé le plus iconique consiste à montrer que l'ombre projetée d'une personne n'est pas celle qu'on attend. Sur l'affiche de Dog Soldiers, l'ombre de l'homme montre la silhouette d'un loup-garou, mais ce peut être aussi celle d'un extraterrestre, ou bien même d'un démon. On peut aussi trouver ce motif utilisé pour représenter une croix inversée, tout en symbole blasphématoire, comme sur les affiches du jour de la bête, ou encore avant sur celle de la malédiction. Cette idée que notre ombre puisse trahir ce que nous sommes vraiment est une idée aussi intéressante symboliquement que graphiquement. Il est un motif tout autre qui ne manque pas de me faire contempler une affiche, c'est le principe du portail. Il peut prendre plusieurs formes différentes, mais il y a à chaque fois cette idée de passage, de franchissement. On trouve bien sûr la forme la plus immédiatement terrifiante, c'est celle qui voit une menace tenter de s'introduire dans notre espace intime, comme notre chambre ou notre maison. Sur l'affiche, on peut voir dans l'encadrement de la porte une silhouette sinistre, une main qui tente de s'introduire, ou bien un faciès menaçant dans l'entrebâillement. Mais ma préférence va aux affiches qui optent pour le sens inverse, quand la porte devient un portail mystique vers un ailleurs ténébreux. La porte devient dès lors un seuil vers l'au-delà, vers une dimension parallèle. Il n'est d'ailleurs pas toujours nécessaire que ce soit une porte à proprement parler. Ce peut être un trou dans un mur, une machine, une fenêtre, ou bien une télévision. Il existe enfin un dernier principe qui regroupe un très grand nombre de concepts d'affiches. C'est celui qui consiste à jouer avec le quatrième mur. On a déjà vu avec les films de tueurs que la posture du spectateur est souvent prise en compte. Mais ici, le principe connaît d'autres variantes pour nous inclure dans l'affiche, ou bien pour créer un effet de surprise qui nous saute au visage.
Vous avez certainement en tête ce gimmick des films de morts-vivants qui consiste à voir une main soudainement sortir de terre, signe que le cadavre enterré n'a pas livré son ultime souffle. Ce sinistre effet de surprise va devenir un motif visuel très utilisé pour symboliser une horreur qui nous saute à la gorge, un geste soudain qui va nous agripper pour nous faire glisser dans la terreur du film. En termes de main qui sort du sol, tous les types de terrains sont autorisés, la neige, la terre, le sable. Mais elle peut aussi surgir depuis une table de Ouija, depuis des escaliers. Tout dépend du type de menace qui rôde dans l'histoire du film. Mais parfois, la main plonge directement vers nous, comme si elle essayait de franchir une paroi invisible. C'est un gimmick aussi simple qu'efficace qui résume parfaitement les spectacles d'horreur filmique, dont le but est toujours de venir nous extraire de notre confort, même par la force. Ce trope a ensuite été élargi avec l'idée de quelque chose qui vient sortir de l'affiche, avec un effet de volume 3D ou de perspective. C'est souvent une arme qui s'approche de nous, une pioche qui sort de l'image, un couteau ensanglanté qui jaillit d'un yearbook d'université, un monstre qui tente de nous agripper depuis le fond d'un panier, ou un mur qui se brise pour laisser passer l'horreur. L'affiche d'un film en 3D de la saga Vendredi 13 montre Jason qui brise une fenêtre dont les éclats de verre volent vers nous. L'effet est saisissant et montre bien au public qu'il va vivre ici une expérience en 3D. Une autre affiche de la franchise montre une lame de poignard qui émerge d'un rideau de douche. La mort peut traverser un miroir avec fracas, sortir d'un ordinateur. Tant qu'il y a quelque chose à briser, le motif est exploitable. Et c'est un enjeu de taille, car si ce quatrième mur est fêlé, alors nous sommes à portée de main du mal. L'ennemi peut alors tendre vers nous un artefact maudit qui nous fera basculer. C'est parfois même plus traître quand on tente de nous tendre un piège séduisant et mortel, en nous tendant des clés, un cadeau ou bien une part de tarte. Ce que j'adore dans ce type d'affiche, c'est quand cette paroi entre nous et la fiction est matérialisée, montrant la fine pellicule qui nous protège de ce qui vit dans l'affiche. C'est souvent tout simplement une paroi de verre, et c'est une idée géniale puisque ces affiches sont souvent montrées dans l'espace urbain derrière des vitres, de la taille de l'affiche. On peut donc avec ce procédé rajouter une couche de réalisme étrange à l'affiche qu'on regarde. Pour matérialiser ce vitrage, on peut faire en sorte de poser les mains dessus. En voyant l'intérieur des paumes appuyées sur la vitre, on a la sensation de pouvoir presque les toucher. La buée ou bien les gouttes provoquées par la condensation permettent de rajouter cet aspect étouffant d'une personne en captivité. Cela permet aussi un effet de flou qui permet de garder votre créature encore un peu mystérieuse, bien que menaçante. Hormis les vitres, on peut aussi trouver des parois faites de toile sur lesquelles des visages vont pouvoir s'appuyer, faisant ainsi deviner leur forme. Cela marche aussi bien pour les victimes que pour le vilain du film. Il y a eu quelques variantes avec du cellophane, ou bien avec une housse mortuaire entrouverte. Mention spéciale à l'affiche de Captivity qui est extrêmement anxiogène, avec ce sable qui emprisonne l'actrice dans l'affiche elle-même. Un autre motif qui vise à nous inclure directement dans l'affiche, c'est celui qui consiste à plonger les protagonistes dans un noir d'encre. On a cette sensation d'être avec elles dans cette obscurité mortifère et menaçante qui flirte avec la peur du néant. Cela donne un moment de terreur suspendu dans lequel nous sommes également captifs le temps de notre regard. On retourne au cœur de nos peurs d'enfants, à l'origine des craintes de la nuit ancestrale. C'est un parti pris très franc et assez austère, mais qui permet de mettre l'emphase sur ce qui est montré, tout en faisant planer les ténèbres de la mort. Mais l'effet que je préfère dans cet esprit méta est sans aucun doute celui qui joue sur le matériau même de l'affiche, sur le fait qu'elles sont imprimées sur du papier. On l'a vu pour le récent film Smile, avec son sourire déchiré, mais c'est un effet qui remonte aux années 80. Il peut s'agir de la gueule béante d'un chien enragé qui transperce le papier, ou bien des griffes d'un dinosaure. Il y a un bonus d'angoisse quand la créature qui vient de percer la réalité recroqueville ses doigts décharnés sur les rebords déchirés de l'affiche. Il y a eu beaucoup d'idées avec cette texture de papier. Elle peut être brûlée, déchirée, on peut écrire dessus, et à chaque fois l'effet fonctionne et nous jaillit au visage. Celle du film Dernière séance est particulièrement intéressante, car elle utilise la pliure des affiches de cinéma pour montrer un personnage qui semble obsédé par une actrice. C'est un superbe exemple d'alliance parfaite entre fond et forme du propos. Réunir les deux tout en finesse est toujours un défi. Après l'impasse des films ultra-violents post-2000, on a connu plusieurs phénomènes intéressants, notamment un retour nostalgique aux affiches des années 70-80, avec un graphisme et des textures rétro cherchant à retrouver la même esthétique. Mais depuis la nouvelle vague de l'horreur qu'on désigne un peu à tort Elevated Horror, on assiste à du film d'horreur d'auteur, qui essaye d'éviter un maximum la citation nostalgique pour explorer de nouvelles formes de terreur.
Dans cet esprit, les affiches des grandes sorties cinéma tendent vers une forme d'épure. J'aime par exemple beaucoup la démarche qui consiste à placer un simple détail dissonant dans une image. La goutte de sang qui perle du nez sur l'affiche de Grave, le doigt manquant sur celle de Maggie, ou bien cette mouche posée sur le sommet d'un biberon tacheté de sang. Le procédé n'est certes pas d'aujourd'hui, mais il y a une subtilité appréciable dans cette approche. C'est aussi le cas avec les visuels qui jouent avec l'idée d'inversion ou de cadrage décalé. Là encore, il n'y a pas besoin d'une débauche d'effet pour que l'affiche saute aux yeux. Notre œil est immédiatement contrarié et l'affiche nous force à la contempler un instant de plus, parfois même à pencher machinalement la tête pour recadrer convenablement. Le simple fait d'incliner un regard à 90 degrés donne ce sentiment d'un personnage à la renverse, qui nous entraîne avec lui. Cette façon de retourner ce qui devrait être à l'endroit a ce petit parfum maléfique, à l'image de la croix inversée qu'on a vue plus tôt. Nombre de films d'exorcisme montrent la victime la tête à l'envers, en hommage à cette idée. Ce retournement à 180 degrés fonctionne très bien sur l'étrange affiche de Skinamarink, mais plus encore quand la gravité de l'image s'inverse elle aussi. Cela donne ces larmes noires qui coulent à l'envers sur l'affiche de Nocturne, et aussi ce corps qui tombe à la renverse dans le ciel, comme si c'était un gouffre, sur celle de The Rental. Nous arrivons au terme de cette exploration. Il y aurait bien sûr encore tant à dire, il y a tant de motifs qu'il reste à explorer. Au final, même si réunir l'entièreté des films d'horreur est virtuellement impossible, j'aurais eu le loisir de passer des dizaines d'heures à constituer et arpenter ce vidéoclub virtuel, rempli de milliers de films cherchant à retenir mon attention. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette entreprise a rallumé la flamme du visionneur que j'étais. J'ai commencé à faire des dossiers avec les films qui m'intéressaient le plus, j'ai rattrapé des classiques que je n'avais jamais vus, j'ai pu rattraper des films récents dont j'avais entendu tant de bien et découvert des pépites méconnues. Même s'il n'est fait que d'images numériques rassemblées dans un tableau virtuel caché dans les tréfonds du net, cette aventure a été un nouveau déclic, ravivant une passion que je croyais accomplie. Alors, il est certain que je retournerai compulser les milliers d'affiches qui m'attendent dans cet impossible vidéoclub.